Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je vous propose un nouveau format d'épisode. L'idée est de faire un focus sur un jeu de société en rencontrant ceux qui l'ont imaginé et développé. J'ai choisi de vous parler de Tech Time, qui sort chez Libellude ce 3 octobre. Tech Time est un jeu coopératif à communication limitée avec des règles évolutives. En tant que maître horloger, vous allez devoir relever les défis des horloges à travers différents univers oniriques, magnifiquement illustrés par Maud Chalmel. Lors du sommet des Jeux fin août, j'ai tendu mon micro à Maëva da Silva, directrice artistique chez Libellude, et à Alexis Piovesan, l'un des co-auteurs de Tech Time avec Julien Protière. Alors je suis à Valmeinier en compagnie de Maëva et d'Alexis qui me font plaisir de répondre à mes questions sur Tech Time. Comment ça va déjà ? Ça va très très bien. Moi je suis très heureuse d'être ici pour la première fois. Ah oui, à Valmeinier, ouais, tu découvres ? Ouais, je découvre, tout à fait. Et alors, c'est sympa ? C'est très sympa, c'est moitié vacances, moitié jeu. Donc moitié un peu travail aussi, mais c'est du bon temps, ouais. Ouais, et puis avec un super décor. Avec un super décor, dont j'ai pas l'habitude. Moi, c'est l'océan donc chez moi, donc c'est très chouette. Et toi, Alexis, comment ça va ? Très très bien, très dépaysant, comme disait Maëva. Vraiment très heureux de participer pour la première fois à Valmeinier et dans des conditions avec tout plein de fabuleux gens. Et de belles rencontres. Et ça me fait plaisir de te rencontrer toi pour la première fois. Maëva, on s'était déjà vu à Cannes pour parler notamment d'harmonie, mais pas que. On se voit aujourd'hui pour parler de Tech Time, donc c'est la prochaine sortie Libellude. Alexis, tu es l'un des co-auteurs. Est-ce que déjà tu peux nous faire le pitch du jeu et puis les règles de base ? Oui, alors Tech Time, c'est un jeu que je co-crée avec Julien Protière. C'est un jeu coopératif où le temps nous invite à parcourir ces différentes épreuves, ces horloges, où on va tenter de poser des cartes autour de l'horloge et essayer de se comprendre ensemble et enfin les révéler pour essayer de réussir tout un tas de contraintes tous ensemble. Donc il va y avoir un peu de discussion au début de la partie, d'essayer de se comprendre, de communiquer par nos actions, puisque lorsqu'on joue nos cartes, il y a de la communication limitée. Et puis à la fin, la magie de la révélation. Donc c'est un jeu où il va falloir effectivement coopérer sans avoir le droit de parler une fois qu'on s'est lancé, hein, c'est ça, hein. On part avant pour se donner des indications sur comment on peut faire. Oui. Mais ensuite, bouche cousue. Ça, c'est dur. Et quels sont justement un peu les... Alors, on va sans tout révéler. On a quand même beaucoup d'enveloppes. Nous sommes des maîtres horlogers, donc il va falloir réparer tout un tas d'horloges. Donc là, on a combien d'enveloppes, combien de missions au total ? Dans le Tech Time, on a 10 chapitres qui composent 4 horloges dans chaque chapitre. Donc, nous avons au total 40 horloges et un peu plus après. Peut-être. Je dis pas tout, mais... beaucoup de surprises. Ouais, c'est le côté un petit peu aussi chouette du jeu parce que forcément, on va toujours avoir envie d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe suivante et avec des nouvelles contraintes. L'enveloppe de départ, tu peux nous dire un peu les contraintes ? On peut dévoiler ça pour donner un petit peu envie et après les gens découvriront. Oui, alors la première enveloppe, c'est l'enveloppe intitulée l'éveil. Donc, c'est le démarrage. Dans l'éveil, le principe de Tech Time, c'est que de manière générale, on est limité à 24 au total de chaque cadran. 24 points. 24 points, voilà, sur chaque cadran. Mais dans l'éveil, c'est le démarrage. Donc, sur les 3 premières horloges, on est illimité dans notre placement au total de nos cartes. On va découvrir un petit peu des contraintes qu'on va retrouver un petit peu dans les différents chapitres. Des contraintes de nombre de cartes, de couleur de cartes, des contraintes par rapport au total dans certains cadrans. Et chaque chapitre suivant va vraiment avoir son identité de mécanisme propre, en retrouvant parfois des échos des précédents niveaux, des précédentes horloges. Il y a une difficulté progressive ? Oui, on a une difficulté progressive entre les chapitres, même si entre-temps, on a des ponts des paliers ? Des paliers d'espèces de rebonds, je ne sais pas comment trop expliquer, mais c'est pas forcément tout linéaire, mais on va avoir des plaisirs différents, des contraintes différentes et une évolutivité montante au fil des missions, mais c'est pas forcément parce que le dernier niveau d'un chapitre est plus élevé que le précédent que sur un nouveau chapitre, la première horloge le sera plus. D'accord. On va revenir parfois un petit peu
en arrière. Voilà. Mhm. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a une enveloppe vide qui nous permet, si on bloque vraiment sur une horloge, de pas non plus à un moment donné saturer. Alors, sauf si vraiment on est des acharnés, mais si on se dit bon, voilà, on est bloqué, on a envie de voir la suite, on la met dans. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle cette enveloppe. Oui, c'est la 11e enveloppe, c'est l'enveloppe des regrets. L'enveloppe des regrets. Voilà, donc si on se sent pas à un moment donné sur une horloge ou qu'on a envie tout simplement de passer à une autre horloge, on peut temporairement la glisser, comme tu dis, très bien dans l'enveloppe des regrets, y revenir un peu plus tard. Ok. Comment a démarré l'histoire de Tech Time pour toi? Alors consciemment, puisque c'est vrai que créativement, c'est toujours difficile de savoir qu'en est une idée. Mais en tout cas, consciemment, ça a démarré pour ma part en juin 2023, où j'avais cette idée d'intention de jeu de cartes avec révélation magique. C'était vraiment les intentions de départ. Et vraiment essayer de se comprendre les uns avec les autres, avec bien sûr une communication limitée. Et puis, Julien m'a rejoint 2 mois après, donc en septembre. Et on a vraiment bossé tous les deux pour créer le projet. La thématique du temps était là, finalement, sans être là, inconsciemment. Et puis, on s'est dit, c'était une évidence, finalement. Et après, je sais pas ce que tu voulais... tu voulais le parcours. Le début de l'histoire, déjà, effectivement. Ouais. Et comment vous vous êtes rencontrés avec Julien, peut-être? Est-ce que vous connaissiez déjà? Vous aviez déjà travaillé ensemble? Vous êtes dans le même coin, dans un bureau d'auteur? Enfin, je ne sais pas. Comment, déjà, vous aussi, vous avez décidé de travailler ensemble sur ce projet? Julien, je le connaissais 1 an en arrière. Je l'avais rencontré à un festival de jeux local, parce qu'on habite l'un et l'autre à 20 minutes. Je l'avais rencontré justement pour un festival de prototypes, une protozone. D'accord. Et le feeling avait bien matché. Donc, de soirée en soirée, on se montrait un petit peu, on se faisait tester un petit peu des protos, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai montré dans un bar à jeux Tech Time. Et puis, il y a eu cette envie de coopérer, de créer le jeu ensemble. Il avait beaucoup de projets à ce moment-là, a été très... il avait envie de le faire, mais... pas forcément le temps nécessaire aussi. C'est ça, et puis finalement, on a trouvé on a pris le temps, et ça nous a permis de travailler sur Tech Time ensemble, dans un local, en fait, près de chez nous. D'accord. Donc, vous êtes par où, vous, tous les deux? Alors, moi, je suis pas très loin de Valence, okay. Et Julien, Romans, donc c'est très proche, Romans-sur-Isère. Pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est un peu en dessous de Lyon. Voilà. Et on a la chance d'avoir un local près de chez nous, qui nous permet de prototyper ensemble, et donc 1 à 2 fois par semaine on se voyait pour Tech Time. C'est du côté de la cafetière ou rien à voir? C'est pas très loin, mais c'est associatif. En fait, c'est en partenariat justement avec le festival là où on s'est rencontrés. Les étoiles étaient un peu alignées, un peu de partout. Et donc, oui, c'est une association Ludicoop, pour pas la citer. C'est chouette. Voilà, et donc, très, très chouette. Oui. Et vous avez donc travaillé combien de temps autour de ce jeu avant de le proposer aux éditeurs? Parce que j'imagine que vous n'aviez pas forcément toutes les mécaniques, plutôt des idées. Enfin, comment ça s'est passé? On est toujours surpris, mais c'est vrai que ça a été assez vite. Ouais. Puisqu'on a donc commencé en septembre tous les deux. Et en janvier, on avait un prototype qui était suffisamment prêt, solide pour pouvoir le présenter à Cannes. Okay. Donc, du coup, on avait en janvier, on avait une base on avait 36 horloges à montrer. Ah oui, c'est déjà pas mal. De difficultés croissantes. Et au début, en fait, on les séparait en étapes de 12. Donc, c'était des gros chapitres. Ah oui, d'accord. Ouais. Justement, le rapport au rythme, au temps, on l'a développé après avec Tech Time qui parle de temps, et c'était très, très approprié de voir comment on pouvait justement rythmer ce jeu et qu'est-ce que ça venait dire comme expérience de jeu, en fait. Quel était notre rapport justement au puzzle, les difficultés, les temps de calme, les temps d'assimilation, les temps ensemble. Tout ça, c'était super important dans l'expérience de jeu qu'on a pu développer après. Réfléchir aussi au sens du temps. Ouais. Ah, c'est chouette. Et justement, tu disais comment on a reçu le jeu, quel était son état et comment on l'a amené à ce qu'il est. Ça, c'est plutôt un super travail, justement. Il y avait un vrai travail très, très solide, justement, très consistant, et qui nous a permis d'être assez serein dans ce travail de rythme-là. Ouais. Donc, du coup, il a été sourcé à Cannes en février 2024. Oui.
C'est ça, en Exactement, février ouais. 2024. Je crois que c'est Monsieur François qui l'a sourcé. Hein. Oui, On l'avait complètement. évoqué, Oui. là, vous avez un rendez-vous en physique, j'imagine, Oui. pour présenter le jeu. Comment ça se passe à ce moment-là? Il le prend pour le présenter aux différents studios, ou il avait déjà l'idée que c'était pour Libellude? Comment ça se passe après, justement, le lien Oui, en fait, pour l'histoire, c'est vrai que nous, on avait vraiment une envie de Libellude, pour pas le cacher. D'accord. Parmi les studios, lorsqu'on l'a montré à Lab4Games, parce que du coup, Monsieur François source pour les différents studios studio d'Asmodée? de Lab4Games. Et nous, c'était vraiment la sensibilité Libellude, c'était vraiment notre coup de cœur. C'était Secret Espoir. Oui, c'était vraiment l'envie absolue. Et c'est vrai qu'au tout départ, c'était assez ouvert finalement en termes des différents studios. On attendait avec impatience le choix et justement, on a donné un proto et Et alors justement, voilà, comment ça se passe? Le proto étant entre les mains de Monsieur François. Monsieur François arrive, du coup, il fait quoi en fait avec ça derrière? Il vient voir directement Libellule? Monsieur François, il fait le tour des studios pour présenter le prototype, ou en tout cas il le donne et les studios ensuite se disent ça pourrait bien matcher avec telle ou telle ligne éditoriale. Ça transvase, on va dire. Ouais. Ou alors il y a des évidentes, bien évidemment. Ok. Mais moi où je suis, de ce que je vois au moment où je vois Tech Time, c'est Monsieur François et Anouk qui arrivent à Libellude. Mhm. Et on fait une journée proto, on a plusieurs jeux, 3 ou 4 je crois, on cherche notre prochain jeu, dont Tech Time. Donc là, c'est la journée passée à tester plusieurs C'est protos. la journée, prototype, etc. pour voir peut-être notre futur... Alors juste Anouk, jeu. qui c'est une chargée de projet. Anouk, c'était une chargée de projet chez D'accord. Libellude. Ok. Et c'est rigolo, on joue aux autres jeux et on se dit c'est pas mal pour Libellude, etc. Ça match. Et puis on joue à Tech Time qui est assez brainy au début. Dans l'explication de règles, on se dit ok, est-ce que c'est Libellude dans sa mécanique pure? Ouais. Il y a une phase de communication qui, bien sûr, vient faire écho à nos jeux précédents, etc. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la ligne de Libellude s'ouvre. On a fait Harmonie, vous voyez la mécanique, et c'est pas du jeu de communication par l'image. Je pense que Libellude est un peu attendu sur des nouveautés aussi, etc. Et donc, on est quand même attentif, très attentif aux nouvelles mécaniques qu'on vient amener à ce moment-là dans la maison d'édition, etc. Monsieur François, je pense qu'il a eu un énorme coup de cœur pour Tech Time. Il nous pitch le jeu et dans son univers, donc il nous explique la mécanique, et dans son univers, il nous dit que nous sommes des horlogers, que nous allons réparer des horloges. Il nous pitch la mécanique et on lance la partie. On n'a pas plus que ça. Il y a une connivence qui se crée très très forte à la table au niveau des 4 joueurs que l'on est, en tout cas sur ma partie personnelle. Et je crois qu'on réussit les 4 premières horloges. C'est assez fluide, ça match, on se comprend, voilà. Et donc, on a un ressenti quand même qui est très fort à ce niveau-là. Et en dehors du fait qu'on se comprenne bien avec les joueurs, il y a un vrai plaisir, il y a une vraie excitation. Tu parlais de phase de révélation, que tu avais envie d'avoir un côté un peu waouh, un peu magique, etc. Je pense que tout ça, alors on ne se connaît pas à ce moment-là, Alexis et Julien. Enfin, en tout cas, personnellement, on ne s'est pas, ou alors très, très peu croisés. Okay. On n'a jamais travaillé ensemble. Et il y a quand même quelque chose qui nous fait écho. Pour autant, et ça, c'est très personnel, enfin, ça a été partagé un petit peu avec l'équipe graphique, et même parmi les autres jeux qu'on a à ce moment-là, on se dit, si c'est chez Libellude, parce que donc à ce moment-là, c'est ouvert. Si c'est chez Libellude, comment on fait ce jeu en fait? Parce que c'est un jeu de puzzle gaming, level design qui peut aller vite. Et Libellude, on essaie de travailler une certaine poésie, une certaine profondeur, même si c'est dans la simplicité, dans l'abord des mécaniques, etc. Voilà. Et puis, quand même, je me pose beaucoup de questions. C'est pas forcément une évidence chez Libellude au début. D'accord. Mais pour autant, il y a des ressentis et des outils, la communication limitée, etc., qui tiltent quand même un peu. À ce moment-là, on se dit quand même, OK, avec l'équipe, on essaie de faire Tech Time. On le prend, du coup, en option, en contrat d'option, c'est comme ça que ça s'appelle, pendant un certain temps. L'équipe y joue et on voit si on arrive à avoir une vision éditoriale sur ce jeu, etc., qui est très, très bon. On reçoit rarement, il faut le dire quand même, il faut le souligner, un travail d'auteur aussi abouti, et ça fait extrêmement plaisir. Tu parles de prototype? De prototype. Ah ouais. Un travail qui est focalisé vraiment sur la mécanique, qui est fluide, où il n'y a pas de choses qui viennent parasiter des lectures. Bien sûr, il y a des petits ajustements, tout ça, mais on le fait en travail éditorial. Mais vraiment, c'était un travail assez remarquable à l'état où on l'a reçu. Voilà. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer, mais le proto, il ressemble un peu à quoi? Parce que du coup, vous avez dessiné des horloges, vous avez trouvé des dessins
Comment c'est Au moment où on reçoit au le moment où vous prototype, recevez le proto? Le prototype initial, c'est marrant parce que ça fait écho avec la couverture. J'avais designé avec des images que j'avais assemblées un petit peu à droite à gauche sur Internet. Une horloge un peu ancienne avec des rouages, enfin des mécanismes horlogers. mécanismes horlogers, voilà. Donc c'était sous forme d'espèce de sphère, ouais, de rond, voilà, où on avait des compartiments, des zones, voilà, où on plaçait nos différentes cartes. Et puis pareil, on avait des cartes. Alors c'est marrant parce que les cartes, elles avaient un dos avec justement une horloge dessinée de dos et de face. Et voilà. Il y avait déjà les cartes sombres et les cartes blanches. Oui. Ouais. Oui. Il y avait déjà cette dualité entre les deux cartes, Oui, les deux couleurs. Complètement. Ouais. Ok. À travers le développement, je ne sais pas si on peut rentrer un petit peu dans Ouais, vas-y, au dans contraire, le ouais. process. Au tout début, on n'avait qu'une seule couleur. Enfin, au tout début, quand j'ai commencé, l'idée, il y avait les deux couleurs. Il y avait deux couleurs. Mais sans forcément une thématique, une résonance particulière. Mais ensuite, quand on a développé avec Julien, on avait en fait des cartes qui allaient de 1 à 24, uniques, Ok. en une couleur. Et puis on s'est rendu compte que ça faisait beaucoup à compter, et on voulait vraiment réduire. Et c'est vrai que l'évidence, en fait, c'est ça qui est presque magique, entre guillemets, dans le développement. C'est qu'au cours du process, on a eu des révélations, des évidences qui se sont trouvées où on s'est dit, bah non, on va découper en deux, on va faire 12-12. Ah, mais en plus, c'est 12 de la journée, 12 de la nuit. Ça permet des déductions, ça permet plein de choses. Et donc, il y a eu tout un tas d'évidences qui sont amenées au travers du process de création. C'est pas toujours très évident d'arriver à ces process-là. Ça peut prendre beaucoup de temps pour Bien sûr, créer pour un que ça jeu. chemine aussi, j'imagine, entre deux temps de réflexion, ces genres de trucs. J'imagine quand on crée, on a trouvé plusieurs pistes, on laisse reposer, et puis ça va matcher sous la douche. Enfin, j'en sais rien, j'imagine ces genres de trucs. Il y a une part inconscient ou C'est ça qui continue de dans travailler. l'air, mais c'est C'est ce qui est magique dans le processus de magique création. aussi, vraiment, c'est ça aussi que j'adore aussi, tout particulièrement avec ce projet, c'est vraiment les échos qu'on a eus à travers toute l'histoire du jeu, quand justement ce truc où nous, secrètement, on souhaitait Libellude, que ça s'est fait, etc. Enfin, tous ces trucs finalement de non-communication, mais finalement de révélation commune. On en parlera peut-être après au niveau de la direction artistique ou des idées qui ont été faites. Mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de symbiose, Les horloges étaient alignées. Ouais, les horloges étaient alignées, on peut dire, entre nous. Et non, vraiment, ça participait tout à l'aventure magique. Alors, Histoire. tu parlais du coup, Maëva, d'un contrat de réservation, c'est ça? Donc, en gros, ça veut dire que pendant un certain temps, il est chez vous pour voir si c'est possible d'aboutir, c'est ça? Oui, il est exclusivement chez nous. Et du coup, ça nous permet d'y jouer, de tester, de voir les différentes itérations, de voir s'il y a énormément de travail de dev, par exemple, encore à faire dessus, s'il y a du travail d'autorat, des ajustements ou pas, de pouvoir se dire le temps du coup que pourrait nous prendre le jeu dans son entièreté à développer, donc définir le pipeline en fait de production. Voilà, de pouvoir sentir un peu la position de ce jeu par rapport à ce qui se fait déjà, dans sa cible aussi, parce qu'on va voir, enfin si on peut en parler, mais il a quand même pas mal bougé chez nous, dans le sens où c'était une assez petite boîte, le prototype, c'est pas une très grande boîte, TechTime, mais il y avait un positionnement éditorial du jeu au début qui était quelque chose d'assez rapide, qu'on peut sortir n'importe quand, faire une horloge, c'était plutôt linéaire, il me semble, et on pouvait enchaîner l'horloge 1 à 40 dans le temps qu'on voulait, etc. Et donc, il y a eu tout un rapport à ça qui, une fois qu'on s'est posé dessus, alors moi, j'ai beaucoup écrit sur les ressentis, en prenant en compte, bien sûr, le cadre du produit qui m'a été donné au-dessus. Et il y avait quelque chose qui était, pour pousser cette expérience et cette création-là, il y avait quelque chose qui méritait un peu plus d'ampleur, un peu plus de profondeur. Et donc, on l'a développé dans ce sens-là. Du coup, ça bouge les budgets, ça bouge plein de choses. Ouais. Et on l'a proposé, bien sûr, à Vincent, qui est notre directeur créatif des nouvelles créations. Et il était complètement aligné sur ce qu'on en avait ressenti, ce qu'on lui a exposé. Et du coup, à partir de là, on s'est dit, OK, on rentre à fond dans le développement de ça. Et là, on s'est dit, en tout cas pour ma part, mais je pense que l'équipe aussi, avec Thomas Maxence, qui est le chef de projet, Thomas, qui est le concept artiste, et Mathis, qui est le game designer, on s'est dit, OK, on ressent ça tous ensemble. Et on a vraiment eu un travail d'équipe
pour amorcer le travail dessus. Donc là, quand c'est comme ça, il y a vraiment une équipe qui se met ensemble Oui. pour dire ce projet-là, on le prend et on travaille dessus X temps, quoi. Exactement. Il y a une petite équipe qui se crée, chacun avec son Feeling aussi, son ressenti. expertise et aussi son ressenti. Et ce qui est assez chouette, du coup, de travailler comme ça, c'est qu'on travaille de manière vraiment très imbriquée à la source du prototype quand on le reçoit. On ne compartimente pas les étapes. On ne travaille plus du tout comme ça maintenant. C'était le cas, je pense, et c'est encore le cas d'ailleurs dans certaines maisons d'édition. Et vous avancez ensemble. Voilà, c'est une richesse immense, je trouve, de travailler comme ça, en sachant s'écouter, bien sûr, en pouvant rebondir et réajuster. Ça, c'est très précieux. Donc, du coup, on pose toutes les horloges linéaires, etc. Et bien sûr, il y a donc je ne vais pas dire des thématiques, mais des horloges qui sont regroupées par mécanique. Donc, comme tu le disais, 4 premières horloges qui vont être une espèce de tutoriel qui vont nous initier. Voilà, une initiation pour comprendre à peu près les mécaniques. Puis, on en a 4 autres qui vont venir toucher telle mécanique, puis 4 autres, etc. Et à ce moment-là, on avait beaucoup d'horloges, donc divisées en 4, et on se dit, OK, est-ce qu'un monde de 4 suit un deuxième monde, puis un troisième monde, puis un quatrième monde, ou est-ce qu'à partir du monde 1, on a un embranchement qui se crée, et au choix, on peut choisir le monde 2 de 4 horloges ou le monde 3 de 4 horloges. Puis à partir de ce deuxième niveau composé du monde 2 et 3, on passe au 4, 5, 6. Ouais. Donc, on a les 6 premiers mondes. Et puis après, on a 7, 8, 9, jusqu'à 10, 11, 12. Okay. Il y a effectivement une progression évolutive au sein des mondes, du niveau 1 au niveau 4, avec un degré de difficulté qui augmente. Et moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une progression globale? Est-ce qu'il y a une progression au sein des mondes? Cette progression-là, elle est motrice. Elle est motrice dans la curiosité, dans l'envie d'y arriver, dans l'envie de recommencer, même si on rate, en fait. Tout ça, c'est très sensible. Et il fallait aussi des pauses, parce que c'est long. Et où est-ce qu'on met les pauses? Est-ce qu'on a envie de faire une pause au milieu du monde, entre les mondes? Est-ce que... Voilà. Est-ce que la pause, finalement, on l'a crée? Parce que là, si tu es enchaîné tous les mondes, effectivement, c'est au joueur de se dire, bon, voilà, on s'arrête là. Là, finalement, on le guide un petit peu. On le guide, voilà. Je cherchais le terme. On lui donne des checkpoints. Il peut prendre s'il veut pas, mais... Des points de sauvegarde. Et tu vois, je parle de checkpoint, du coup, ça me fait penser un petit peu aux jeux vidéo, mais il y avait aussi dans cette structure-là, cette idée, tu vois, d'embranchement, par exemple, on s'est aperçu quand même qu'elle était artificielle, dans le sens, c'était pas des vrais choix de difficulté si on prenait le monde 2 ou le monde 3, c'était des niveaux à peu près de même difficulté. On n'avait pas besoin d'avoir fait le niveau 2 avant d'avoir fait le niveau 3 pour pouvoir jouer au niveau 3, etc. Donc en fait, on a rebalayé tout ça et on s'est dit, on va plutôt faire une évolution linéaire, donc de 1 à 12, mais on va faire une évolution dans la direction artistique et dans l'univers dans lequel on va rentrer. À ce moment-là, moi, j'ai pas de contact avec les auteurs. Je suis au sein de Libellud pour mener ces réflexions-là. C'est souvent comme ça, les auteurs, on tient au courant les auteurs de ce qu'on fait. En tout cas, pas dans le GD, mais enfin dans le GD, bien sûr, il y a un travail qui est conjoint, mais dans le game design, mécanique. Mais dans le game design artistique, c'est plutôt en interne, en tout cas sur le début des réflexions, parce que les auteurs ne sont pas... Ils ont des intentions créatives, mais ils ne sont pas experts dans l'illustration, dans la composition, dans l'ergonomie visuelle, etc. Donc, il y a besoin de mettre tellement de choses sur le tapis avant de proposer, de réajuster, de partager, que voilà, il y a un premier travail qui se fait... de mon côté, on va dire. Et donc, à ce moment-là, je réfléchis à plusieurs choses. Et j'ai Monsieur François pour parler des DA, univers, écriture, lore, etc., qui vient avec cette idée de réparation d'horloge. Et je me dis, bon, c'est un peu dans l'univers, pas dans la mécanique, mais c'est un peu premier degré. J'ai pas vraiment envie d'illustrer cette richesse qu'amène cette idée de tech time, etc. Je me dis, ok, on répare des horloges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est des horlogers, comment on joue avec les cartes? Est-ce qu'on a des outils en main? Est-ce qu'on n'a pas d'outils en main? Comment on incarne en fait cette règle-là sous le prisme d'être des horlogers? Est-ce que, donc, on répare des horloges, ok, on répare des horloges du présent, du passé, du futur. Est-ce que ça va influencer du coup l'esthétique sur certains horloges? Du coup, quel niveau? Les premières horloges sont celles du passé, celles du milieu du présent, la dernière du futur. Comment on voit entre le monde 1, le monde 2, etc. Est-ce que c'est toujours la même chose? Bref, plein de réflexions comme ça au début. Puis alors, je sais que je voulais pas une esthétique steampunk. Ça, c'était sûr, parce qu'on associe beaucoup les engrenages, c'est vrai, les couleurs dans les teintes dorées, marron, etc. à ça. Il y a des premières réflexions comme ça qui se font. Et puis,
Là, je touche pas un crayon, moi je passe à l'écriture. Je passe à l'écriture, je joue, je m'imprègne des mécaniques et je pose toutes les... On a un document, hein, Alexis et Julien l'ont vu. Je pose tout ce que ça me fait sentir, que ça soit dans les ressentis que ça m'évoque, que ça soit les formes, la symbolique que ça m'évoque. Voilà, et je fais des associations. Et j'en viens... Tu poses des mots, en fait. Je pose des mots, exactement. Et je pose des couleurs, je pose des adjectifs, etc. Avec un langage qui est celui de la peinture, mais qui est un petit peu différent, mais qui parle de la même chose. Et donc, je crée tout un document sur les 10 mondes, parce qu'il y en a un tout petit peu plus, mais les 10 mondes principalement. Et je me dis, Tech Time, ça parle du temps. Comment on va parler du temps à Libellude? Et c'est vraiment un bac à sable. C'est extrêmement ouvert, c'est extrêmement riche, mais il y a toute cette idée de rentrer, par exemple, dans les paradoxes du temps, etc. C'est complexe, on veut un jeu familial quand même. Il y a des niveaux qui sont plus ou moins difficiles, mais donc je ne veux pas trop complexifier la chose. Et on se dit, OK, un parallèle de vie sur l'idée du temps, avec tout ce que ça vient chercher, tout ce que ça vient toucher dans l'évolution de l'être, en fait, et de son rapport à la vie, ça me semble intéressant. Et donc, typiquement, je pars des mécaniques. Sur les premiers, c'est l'initiation. Donc, on a aussi donné des noms. Donc, le premier monde, c'est l'éveil. Je ne dirais pas forcément les autres, mais c'est parce qu'il y a vraiment cette sensation de on ouvre les yeux, on découvre, il y a de la douceur, il y a de la compréhension, il y a les premiers pas, jusqu'à arriver à un peu plus de confidence, comment on dit, je l'ai en anglais, mais d'assurance. Voilà, merci, pardon. D'assurance, quand on arrive au 4e monde, il y a cette idée aussi d'ouvrir les yeux avec les autres et de découvrir ensemble ce qu'on a réussi à faire. Tous ces premiers pas-là, pour moi, c'était clairement l'éveil. Et je me suis aperçue que je pouvais faire ça sur vraiment chacune des créations mécaniques qu'avaient posées Alexis et Julien. Et donc, voilà, je crée tout un document sur cette idée de on va partir sur une direction artistique, et je parle même pas d'esthétique ni d'illustration à ce moment-là. Et je me dis, j'espère que les auteurs ont la même vision que moi. Enfin, je pense que, en tout cas, c'est celle-là que je vais proposer. C'est ça que tu proposes, en fait. Et je sais qu'il y a une volonté des auteurs d'être présents dans la direction artistique. Alors moi, je fais attention parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles et ça peut être difficile de travailler avec eux. Ça vient péricliter beaucoup de réflexions qui sont très précieuses à ce moment-là de l'étape. Il faut être un peu dans sa bulle pour... ça me demande beaucoup de ressources, en tout cas, pour arriver à être très pertinent. Et donc, bien sûr, après, on fait un rendez-vous, on s'expose. Alors, j'avais déjà avancé pas mal de choses quand même. On tombe quand même d'accord. Je m'aperçois qu'ils ont en fait la même vision, la même sensibilité. Je me dis, bon, voilà, je commence à travailler l'écriture un peu plus précise. Quel monde pourrait illustrer l'éveil? Enfin, quel environnement? J'avais pas envie de personnage. J'avais pas envie d'incarner le temps, le personnifier de manière physique, même si c'est le temps qui nous convie et qui nous fait passer des épreuves. C'est assez spirituel, hein. En vrai, c'est rigolo, cette notion-là. Ouais, c'est intéressant, toute cette démarche, effectivement, ça a été creusé, quoi. Oui. Vraiment. Et puis, c'est pareil, tu parlais de l'enveloppe des regrets. Au début, c'était quelque chose qui... Je parlais du rythme tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on reste bloqué sur une horloge, sur un niveau, on va dire, et qu'on a quand même envie de découvrir les chapitres suivants? On n'a pas envie d'être frustré. On a envie d'un feel-good sur nos jeux, nous, on avait vu ça. Et puis, du coup, Mathis a fait le relais, discuter avec vous sur la possibilité de passer, au bout d'un certain temps, de ne pas avoir réussi, en fait, un niveau, de le mettre de côté et de pouvoir continuer à avancer. Et l'idée de créer cette enveloppe des regrets, c'est de mettre l'horloge qu'on n'a pas réussi dedans, de continuer son chemin et de pouvoir rouvrir à tout moment cette enveloppe des regrets et de réessayer. Et il y a cette idée qui est très forte aussi de le temps fait son chemin. Et il nous aide à comprendre des choses avec l'expérience que l'on vit, que l'on traverse au fur et à mesure, dans laquelle on apprend. Et quand on revient, on a assimilé des choses et on peut potentiellement... Il y a des fois, c'est tout facile, juste en une fois, ça marche. Ouais. Exactement. Et l'idée que les regrets peuvent s'effacer aussi. Voilà. Et ça, c'est une idée forte. Et tu vois, en termes de mécanique, je ne sais pas si c'était, par exemple, difficile de choisir le fait qu'on doive réussir toutes les horloges ou on n'est pas obligé. Je crois qu'au début, on n'avait pas ce concept-là, en tout cas pas sous cette forme-là. Et avec l'ADA, avec l'univers, pour moi, ça faisait sens et ça matchait parfaitement. Enfin, c'était une évidence, tu vois, qu'on l'a eu. Et c'est rigolo parce que le nom des regrets aussi, quand je l'ai posé, on se dit, mince, est-ce que c'est péjoratif, etc. Non. Ça fait partie des moments de vie et c'est OK. Et donc voilà. Et je crois que ça fait écho à
intimement à plein de gens. En Ouais, fait. C'est ça ouais. qui est plutôt fort. Voilà, chaque univers que vous allez découvrir de manière esthétique, illustré, va vraiment appeler en fait les mécaniques. Et après, du coup, j'écris tous ces univers, je pose des couleurs, je pose des formes, etc. Et je fais appel à Maud. Donc Maud pour Chalmel, travailler voilà. à Maud Est-ce Chalmel, que voilà. pour toi, c'était une évidence d'aller vers Maud Chalmel? Tu avais d'autres illustrateurs en tête? Parce que là, c'est vrai qu'elle a un univers quand même très particulier, assez reconnaissable et très onirique aussi. C'est quelque chose que tu avais en tête. Après, ça se passe comment? Est-ce que c'est aussi par disponibilité des illustrateurs? Enfin... Oui, on avait assez peu de temps pour développer Tech Time en réalité de notre côté. Donc moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Moi, j'avais une vision assez claire au final. C'est drôle parce que j'avais assez peur au début de comment je vais faire ça. Et en fait, une fois que c'était parti, et Maud, son travail, je le connais bien. Je connais sa sensibilité. Je connais aussi son professionnalisme, sa rapidité d'exécution, sa maniabilité. Elle est malléable. Malléabilité. Voilà. Et la résonance aussi qu'on a sur la sensibilité artistique. Et donc, quand je lui ai présenté tout le document de direction, et donc il y a 2 directions. Il y a une direction d'habillage pour les mécanismes et les pictogrammes, etc., qui doivent être la première lecture en jeu. La première lecture, c'est l'univers dans lequel on va rentrer pour appeler. Et pour appeler la curiosité, pour appeler l'envie de continuer. Ensuite, la deuxième lecture, quand on ouvre l'intérieur des étuis, c'est la compréhension des règles immédiates, parce qu'on ne va travailler qu'avec des icônes, enfin on ne va jouer qu'avec des icônes. Et la deuxième lecture, c'est l'évolution, on va dire, illustrative qui t'accompagne et qui donne envie d'aller vers la suite. L'évolution des univers. Exactement. Oui, il faut savoir qu'il y a aussi un aspect du temps et évolutif entre le niveau 1 et le niveau 4 graphiquement, qui est plus simple et qui va se complexifier jusqu'au niveau 4. Pareil, qui porte la mécanique, qui est au début, est plus simple sur les nouvelles notions qu'on acquiert et qui se complexifie. Voilà. Et il y a toujours des petits éléments graphiques qu'on retrouve du niveau 1 dans le niveau 2, parce qu'il y a aussi des éléments de mécanique qu'on apprend au niveau 1, qu'on assimile et qu'on va retrouver, dont on va se servir au niveau 2. Oui, il faut garder ces points de repère aussi. En tout cas, c'était pas obligé, mais pour moi, ça solidifie, ça donne consistance encore plus en fait, à la création d'Alexis et Julien. C'est une vraie incarnation de la mécanique avec un langage différent, en fait, la direction artistique. Ouais. Pour moi, c'est pas juste faire joli. Il y a aussi cette partie-là, mais voilà. Donc, c'est un vrai challenge. Il y a beaucoup de réflexions sur voilà, comment on fait ça. Et Maud, elle a merveilleusement répondu à tout ça à nos côtés, quoi. Je suis très, très, très heureuse de son travail. Oui. Elle a tout de suite... Elle a tout de suite matché aussi. Parce que quand ça se passe comme ça, donc je sais, tu l'avais expliqué un peu. Et je n'avais pas d'autres illustratrices en tête quand on lui a proposé. Ouais. D'accord, donc c'était... Maud, ça a été une évidence pour toi. Ça a été une évidence. Okay. Elle était disponible. J'aurais cherché d'autres personnes si jamais elle ne l'était pas. Mais bingo, on est parti. Et là, quand c'est comme ça, tu lui donnes un cahier des charges. Tout à fait. C'est ça, avec vraiment des orientations. Mais après, elle est libre. Il y a en fait un premier document en direction artistique avec toutes les premières réflexions que je vous ai expliquées où on travaille entre nous. Et après, il y a un document technique pour l'illustrateur qui explique toute cette démarche et qui va précisément dire... Les niveaux doivent être composés comme ça. Le premier niveau, il parle de ça. Ce sont des couches, par exemple. Vous voyez que l'illustration, elle est faite en plan, en couches, pour rappeler même le cadran. Une profondeur. Pour rappeler la profondeur et les pièces au sein d'un cadran qui sont superposées pour régler l'heure. Il y a... Oui, on sent le mécanisme. Enfin, on voit le mécanisme visuellement, en fait. Exactement. Même s'il n'est pas complètement incarné mécaniquement, quoi. Exactement. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'illustration et de l'écriture de la direction artistique précise, mais il y a tout un autre travail pour l'illustratrice ou l'illustrateur qui va travailler dessus. Il y a combien de temps de travail d'illustration et d'aller-retour, en fait, comme ça? Alors, je ne vais pas compter l'ADA et toute la création en amont que moi j'ai faite, mais il y a plusieurs mois dessus. Et ensuite, avec Maud, on va dire 3 mois. Mais on a travaillé plus que des journées. Voilà. Parce que 3 mois, ouais. Voilà, on avait un temps court et le deal était OK avec tout le monde. Donc, 3 mois. Mais en général, je pense qu'un jeu comme ça, c'est bien 6 mois. Ouais, ça ne paraît pas beaucoup. On voit la quantité d'illustrations et d'univers. Ouais. Du coup, c'était important pour moi d'avoir une artiste professionnelle qui... Comme Jérôme Pellissier pour Stella, par exemple, c'est des projets, les Béludes, on en fait peu, mais c'est des projets qui demandent une rigueur vraiment extrême. Exigeant, ouais. C'est très exigeant. Et je reçois beaucoup d'illustrateurs et il faut un niveau, il faut pouvoir tenir un jeu libellé. Et je pense que pour beaucoup d'illustrateurs, c'est, tu disais tout à l'heure, Alexis, que c'était un secret espoir de bosser avec Libellude, mais je pense que pour pas mal d'illustrateurs, ça doit être un peu le cas aussi. Oui, c'est vraiment fabuleux. Enfin, quand on voit tout le travail artistique, toute la recherche derrière, c'est vrai qu'avec Julien, c'était vraiment notre choix notre espoir du cœur. Vraiment, on avait une sensibilité toute particulière pour la direction Libellude, tout ce que l'équipe apporte.
au sein de la maison d'édition. Et quand tu as vu ces premiers retours visuels, toi, ça a été... Ça a été vraiment... déjà, on a eu une superbe présentation de Maëva, du coup, des différentes incarnations, des chapitres, des univers. Découvrir les illustrations, ça a été vraiment fabuleux, enfin, une révélation encore magique. Alors, c'est vrai que c'est aussi perturbant. On prototype et teste énormément notre prototype non illustré de base. Donc, finalement, il y a une espèce d'accommodation du cerveau qui se fait. Il y a un mélange d'un petit peu de perturbation au début, mais quand on voit le travail qui est réalisé, c'est juste magique. Enfin, on est fasciné, et puis tout concorde avec les résonances, les échos que tu parlais. Je suis pas du tout expert en la matière de la vision artistique, direction artistique, mais en tout cas, nous, il y a une sensibilité, une réception toute particulière, au-delà de la beauté en elle-même. Voilà, quand il y a ce voyage interprétatif du temps, nous, ça nous parle complètement, ce fait qu'il y a une narration sans être écrite. Oui, c'est pas une narration de gameplay, c'est une narration d'immersion qui porte le gameplay. Complètement. Et ça aussi, on était très sensibles. Le fait que finalement, au cœur des différents voyages, c'est finalement presque toute une vie, tout un cycle complet qu'on va voyager, qu'on va éventuellement répéter, qu'il va y avoir des cycles à l'infini. Voilà, cette résonance du temps qui concorde à la fois dans le gameplay, à la fois dans le travail d'écriture artistique. Il y a tout qui matchait et qui... Non, mais c'est vrai que c'est un magnifique travail. Comme tu dis, ça doit être assez magique en fait de voir d'un point de départ, dans ton idée de départ, à ce que c'est devenu. Et limite, ça a dépassé, j'imagine, un peu ce que tu avais en tête, quoi. Ah bah oui, par rapport au tout début, quand on revient tout début en arrière, c'est vrai qu'on n'imagine jamais jusqu'où ça peut aller. Mais c'est vrai qu'on s'y prête à rêver et à être surpris à chaque étape. La première étape, pour moi, ça a été l'étape de Kotora. Après, il y a eu l'étape d'édition, enfin de contrat d'édition, puis les étapes de processus de développement et d'avancement, et puis là maintenant la finalisation. Ouais, et là il est présenté depuis quelques mois. Je crois qu'il a été présenté à PEL, peut-être Paris Ludique la première fois. Oui, il y avait même une toute avant-première à Cannes aussi. D'accord. Petite présentation. Une petite présentation. Ouais. Donc, en gros, il y a eu c'est quand même assez rapide quand on y pense, parce que ça a été donc présenté en février 2024. Ouais. Et il y a eu une première présentation à Cannes 2025. Moins d'un an. Ça a été un boulot. J'imagine que vous étiez que là-dessus, quoi. Et alors là, les retours sont quand même plutôt bons, là. Voilà, c'est quoi les premiers retours? Vous avez des ressentis, des gens qui vous en parlent déjà? Très, très heureux des retours. Là, j'y ai joué encore hier pendant plus de 2 heures là avec un groupe et puis d'autres groupes que j'ai plaisir à chaque fois à faire découvrir. Avec Julien, on a énormément de parties, mais c'est toujours un énorme plaisir de rencontrer les différentes personnes, de partager un moment avec Tech Time. Et non, c'est fabuleux ce qu'on vit en ce moment. Ouais, et je trouve que c'est un jeu d'expérience aussi. Enfin, c'est-à-dire que l'expérience ne va pas du tout être la même avec tel ou tel joueur, pour le coup, sur la communication limitée. Et on voit bien, il y a des groupes, ça ne matche pas du tout. On ne se comprend pas, quoi. Ça va durer 1 heure sur une même horloge. Et d'autres, ça va être très fluide. Oui, non, on voit des groupes où ça papote alors qu'il ne faut pas papoter. Ça, c'est dur de ne pas tenir. Oui, c'est assez rigolo de voir ça de l'extérieur. Ouais. Et puis des stratégies différentes. Chaque groupe, c'est ça qu'on est surpris à chaque fois d'avoir des manières de procéder différemment. Et nous, c'était aussi une intention que l'exercice de l'horloge soit finalement assez libre dans son acheminement. Il n'y a pas une manière de résoudre. Il n'y a pas une seule solution pour résoudre. Oui, c'est vraiment... Et chaque personne peut apporter un petit peu sa conception, sa perception. Et c'est toujours un plaisir de découvrir un petit peu les discussions qui se font autour. Alors, le jeu sort quand? Sort début octobre, normalement. Donc, il arrive dans les boutiques début octobre. Oui. Ok. Bon, je crois qu'il va être attendu. En tout cas, c'est encore un beau projet. Bravo à toute l'équipe. Vous étiez donc combien sur Libellule? 4 personnes à fond? Oui, Thomas, Mathis, moi, Maxence, sur l'équipe Core qui a travaillé dans le développement.
bien sûr Alexis et Julien, et Maud, bien sûr. Donc Et Maud 7, on va aussi. dire. 7. Allez. Ouais. Bravo à tous. On souhaite une belle vie à Tech Time. Ah oui, Et on va espérer que ça dure longtemps. que ça fasse le chemin, ouais. Que ça Merci. dure longtemps. Merci à vous deux de vous être prêtés à l'exercice de l'interview, de pouvoir décortiquer ce jeu. Bonne chance pour la suite. Mais merci à Prochain toi. projet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Et alors maintenant que vous savez tout, les auditeurs, sur Tech Time, alors Tu joues ou quoi? merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Dites-moi si ce format focus sur un jeu vous intéresse en laissant un commentaire sur Instagram et la chaîne YouTube Tu joues ou quoi. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo règle de Tech Time que David a réalisée lors du sommet des jeux. Ma prochaine interview sera consacrée à l'auteur Bruno Feduti. Il est considéré comme l'un des pionniers du jeu de société moderne en France. Alors je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.